le couteau s'enfonçait dans mon ventre comme une lame de guillotine, froide et impitoyable, et je sentis mon sang chaud couler sur mes mains tremblantes, tandis que les lumières de Paris clignotaient au loin comme des étoiles moqueuses. Mon fiancé, cet homme que j'avais aimé jusqu'à l'extase, se penchait sur moi avec un sourire qui n'était plus qu'un rictus de triomphe, ses yeux bleus, autrefois si tendres, maintenant injectés de haine pure. « Tu n'aurais jamais dû fouiner, Héloïse, murmura-t-il, sa voix un poison doux qui me rappelait nos nuits volées sous les ponts de la Seine. Puis, le monde s'effaça en un tourbillon noir, et soudain, je me réveillai en sursaut dans mon lit de soie blanche, le soleil filtrant à travers les rideaux de dentelle de notre appartement haussmannien, le jour de notre mariage 5 ans en arrière, comme si la mort elle-même avait eu pitié de mon âme brisée et m'avait renvoyé pour une seconde chance, une vengeance gravée dans le marbre de mon cœur ressuscité. Je clignai des yeux, le cœur battant la chamade, comme si les murs de notre chambre à coucher du Marais se resserraient autour de moi. L'air embaumait le café fraîchement moulu et les croissants chauds que Jacques, mon fiancé au nom, mon futur bourreau avait dû préparer en bas, dans la cuisine. C'était le matin du 15 juillet 2020, la date gravée en lettres de feu dans ma mémoire fracturée. Dehors, les klaxons des taxis parisiens et les rires des touristes près de Notre-Dame formaient un fond sonore banal, presque insultant après l'horreur que je venais de revivre. Ou plutôt, que j'avais vécue. Mourir n'est pas une métaphore quand on sent la vie s'échapper par une plaie béante, quand on voit l'amour se muer en trahison sous le regard indifférent d'une ville qui ne dort jamais. Je me redressai lentement, mes doigts effleurant le drap immaculé, encore taché de l'illusion de mon propre sang. Héloïse Duval, 28 ans, avocate spécialisée en droits humains au barreau de Paris, fiancée à Jacques Moreau, agent infiltré du FBI en poste à l'ambassade américaine. Ou du moins, c'est ce qu'il m'avait dit. En réalité, il était un serpent venimeux, un homme qui avait utilisé notre amour comme un piège pour couvrir ses crimes. Dans ma vie précédente, celle qui s'était terminée dans une ruelle sombre près de la Bastille, un soir d'orage en 2025, j'avais découvert son secret, il n'était pas seulement un agent double pour le FBI, mais un trafiquant d'armes lié à un cartel international, utilisant ses connexions diplomatiques pour faire passer des cargaisons illégales à travers les ports de Marseille et Le Havre. Et moi, innocente fouineuse que j'étais, j'avais surpris un appel téléphonique fatal, un de ces 3 appels secrets qu'il avait passé ce matin-là, le jour où tout avait basculé. « Héloïse, ma chérie. Descends, le petit déjeuner est prêt. » Sa voix résonna depuis l'étage inférieur, chaude, enjôleuse, comme un vin de Bordeaux trop doux pour masquer son amertume. Je sentis un frisson me parcourir l'échine. C'était lui, vivant, respirant, ignorant que la femme qu'il croyait dominer venait de renaître des cendres de sa propre lame. Je me levai, enfilant un peignoir de soie, et descendis l'escalier en colimaçon, chaque marche un rappel de la danse macabre que nous allions rejouer, mais cette fois, c'est moi qui tiendrai le couteau. La cuisine était un tableau idyllique, la lumière dorée du matin baignait le plan de travail en marbre, les roses rouges que j'avais cueillies la veille trônaient dans un vase de cristal, et Jacques, torse nu, ses muscles saillants sous sa peau hâlée, remuait des œufs brouillés avec une nonchalance feinte. Ses cheveux châtains en bataille, son sourire Colgate, tout était parfait, trop parfait. « Tu as l'air pâle, amour. » « Mauvais rêve ?» demanda-t-il en s'approchant, ses lèvres effleurant mon front. Je réprimai l'envie viscérale de le frapper, de lui arracher ce masque d'affection. Au lieu de cela, je souris, un sourire que j'avais perfectionné dans les tribunaux, celui qui désarme les témoins les plus endurcis. Juste l'excitation du jour J, Jacques. Imagine, ce soir, nous serons mari et femme, sous les arches de Sainte-Chapelle. Ma voix était un filet de miel empoisonné. Il rit, ce rire grave qui m'avait autrefois fait fondre, et me serra contre lui. Son corps était chaud, solide, mais je sentais déjà les fissures, le tatouage discret sur son épaule, un serpent enroulé autour d'un dollar, symbole de son allégeance secrète au cartel. Dans ma vie antérieure, je n'avais pas prêté attention à ces détails, j'étais trop occupé à bâtir notre nid d'amour, à ignorer les nuits où il disparaissait pour des missions confidentielles. Mais maintenant, je voyais tout, les appels codés sur son téléphone, les valises qui partaient pour des conférences à Bruxelles mais revenaient chargées d'odeurs métalliques, les amis louches qu'il recevait dans notre salon, déguisés en diplomates. Nous petit déjeunâmes en silence complice, parlant de la cérémonie 150 invités, dont ses collègues du FBI masqués en hommes d'affaires, ma famille de province venue de Lyon, les vœux que nous avions écrits en secret. Mais sous la table, mes ongles s'enfonçaient dans ma paume, traçant des plans invisibles. La vengeance n'est pas un feu qui consume d'un coup, c'est une braise qui couve, patiente, destructrice. Je devais le laisser croire que rien n'avait changé, que j'étais toujours cette Héloïse naïve,
passionné par la justice mais aveugle à la corruption de son propre cœur. Et pour cela, je devais fouiller, creuser, exhumer les secrets qu'il avait enterrés plus profondément que les catacombes. Après le petit déjeuner, tandis qu'il s'habillait pour aller chercher son costume chez le tailleur de la rue du Faubourg Saint-Honoré, je m'emparai de son téléphone, laissé négligemment sur le comptoir. Le code 071520, la date de notre rencontre, ironique. Mon pouce accéléra. Les messages étaient cryptés, mais je connaissais maintenant les astuces dans ma vie passée, j'avais appris à hacker avec l'aide d'un collègue geek au cabinet. Un appel manqué d'un numéro masqué, cargo en route. Paiement double pour le risque. Mon estomac se noie. C'était le premier des 3 appels secrets de ce matin fatidique, celui qui avait scellé mon destin. Il avait appelé son contact au cartel pour confirmer une livraison d'armes destinée à un attentat foilé contre un sommet européen à Paris. Et moi, en écoutant par accident ce soir-là, 5 ans plus tard, j'avais payé de ma vie. Je remis le téléphone en place, les mains tremblantes non de peur, mais de rage pure. Jacques revint, m'embrassa fougueusement. À ce soir, ma future épouse. Ne sois pas en retard à l'église. Il partit, et je m'effondrai sur une chaise, les larmes coulant enfin non pour l'homme qu'il était, mais pour la femme que j'avais été, trompée, utilisée, sacrifiée sur l'autel de ses ambitions. Mais les larmes séchèrent vite. J'avais 5 ans pour le détruire, pour le voir ramper, implorer, et finalement, expirer dans l'agonie qu'il m'avait infligée. Et cela commençait aujourd'hui. Le reste de la matinée fut un tourbillon de préparatifs. Ma meilleure amie, Camille, arriva avec la coiffeuse, un essaim de rire et de bulles de champagne rosé. Elle était l'unique confidente que j'avais eue, une journaliste d'investigation au Monde, toujours à flairer les scandales comme un limier. Dans ma vie précédente, c'est elle qui avait suspecté quelque chose, mais trop tard. Tu es radieuse, Héloïse. Jacques est un vénard. Je hochai la tête, enfilant la robe de mariée en dentelle ivoire, un chef-d'œuvre de la maison Givenchy, symbole de pureté que je souillerais bientôt de mon propre venin. Tandis que la maquilleuse appliquait du rouge sur mes lèvres, je murmurai à Camille, « Et si je te disais que le mariage est une façade ?» Elle rit, pensant à une blague de mariée. Mais ses yeux s'attardèrent, curieux. C'était le premier fil que je tirais, la semai de doute, la transformer en allié sans qu'elle sache pourquoi. L'après-midi s'écoula en essayages et en promenade le long de la Seine, où je feignais l'euphorie. Mais intérieurement, je cartographiais les contacts de Jacques au FBI, ses amants secrets. Oh oui, il en avait, une liaison avec une attachée d'ambassade que j'avais découverte trop tard. La trahison n'était pas seulement professionnelle, elle était intime, viscérale. Il m'avait abandonné non seulement le matin de notre mariage, en réalité, il avait annulé la cérémonie pour me piéger dans son jeu, mais il m'avait trahi dans la chair, dans l'âme. Et pour cela, il paierait au centuple. Le soir tomba, et la Sainte-Chapelle s'illumina de ses vitraux gothiques, un écrin de lumière pour notre union maudite. Les invités affluaient, ma mère en tailleur Chanel, serrant son chapelet, les parents de Jacques, des Américains expatriés fuyant la banlieue de Washington pour le glamour parisien. Et lui, au hôtel, en smoking impeccable, un bouquet de lys à la main. Je marchai vers lui, voilé de tulle, le cœur un tambour de guerre. Nos vœux furent prononcés, dans la joie et la peine, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ironie cruelle. La bague glissa à mon doigt, froide comme la lame future. La réception au Fouquet's fut un ballet de toast et de danse. Jacques me fit valser sous les lustres en cristal, son souffle chaud contre mon oreille, « Tu es à moi, pour toujours. » Je souris, mais mes yeux balayaient la salle, notant les visages, l'homme au coin, un trafiquant mexicain déguisé en investisseur, la femme en robe rouge, sa maîtresse. 3 verres de champagne plus tard, je m'éclipsai aux toilettes, composant un numéro anonyme sur un burner phone que j'avais acheté en secret, celui d'un contact au parquet de Paris, un procureur que j'avais défendu dans une affaire mineure. J'ai des infos sur un agent double du FBI. Rendez-vous demain. La nuit de noces fut un simulacre d'amour. Ses mains sur ma peau me donnaient la nausée, mais je jouais le rôle, gémissant des feintes de passion tandis que mon esprit ourdissait. Au petit matin, alors qu'il dormait, je vis son téléphone vibrer, le 2e appel secret. Tout est en place. La mariée ne se doute de rien. Mon sang se glaça. C'était maintenant ou jamais. Je répondis à sa place, d'une voix altérée, « Problème. » Elle sait. Annulé. Un silence, puis un juron en espagnol. Le piège se refermait.
Les jours suivants furent une danse sur des braises. Jacques rentra d'une réunion, avec des cernes sous les yeux, suspicieux. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il lors d'un dîner autour d'argent, surplombant la cathédrale. Je posai ma fourchette, le regard fixe. Juste une intuition, mon amour. Comme si notre bonheur était trop parfait pour être vrai. Il pâlit légèrement, mais se reprit. C'est alors que je lançai la première flèche, j'envoyai à Camille un dossier anonyme avec des photos volées de ses rendez-vous illicites. Elle mordit à l'hameçon, me bombardant de questions. « Héloïse, c'est quoi ce délire? Jacques impliqué dans du trafic ?» Je jouais l'innocente, je ne sais pas, mais vérifie. Pour moi. Et ainsi, les rouages tournaient. Un mois passa, notre lune de miel à la Côte d'Azur fut un interlude empoisonné aux baignades à Monaco, dîner à Nice, mais la nuit, je fouillais ses papiers, copiant des numéros, des comptes offshore à Genève. Le troisième appel secret, je le connaissais par cœur, celui qui ordonnait mon élimination. Mais cette fois, j'étais prête. Les mois s'étirèrent comme une toile d'araignée, fine et mortelle, tissée dans l'ombre de notre vie conjugale apparemment parfaite. Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses cafés enfumés, devint mon terrain de chasse. Jacques, promu à un poste plus élevé au sein de la task force antiterroriste franco-américaine, passait de plus en plus de temps à l'ambassade, prétextant des briefings sur des menaces djihadistes. Mais je savais la vérité, il coordonnait des livraisons des AK-47 et de C4 depuis les docks de Calais, finançant un réseau qui visait à déstabiliser l'Union européenne pour le profit d'un cartel invisible. Et moi, l'avocate idéaliste qui avait défendu des réfugiés syriens pro bono, j'étais devenue la veuve noire, patiente, calculatrice. Camille fut ma première alliée, bien qu'elle l'ignora encore. Sa plume acérée au monde commença à gratter la surface, un article discret sur des fuites d'armes aux frontières, citant des sources anonymes moi, bien sûr. Tu es sûr de vouloir creuser ça, Héloïse? C'est dangereux, me dit-elle un soir au comptoir, un bar à vin du quartier latin, nos verres de Sancerre miroitant sous les lampes tamisées. Je haussai les épaules, feignant l'hésitation. Et si c'était lié à quelqu'un que je connais? Ses yeux s'écarquillèrent. Ton mari? Non, impossible. Jacques est un héros, un agent du FBI. Héros. Le mot me fit rire intérieurement. Dans ma vie passée, j'avais cru la même fable, jusqu'à ce qu'il me poignarde pour protéger son empire de mensonges. Je lui tendis une clé USB, bourrée de preuves partielles, enregistrement d'appels, relevés bancaires falsifiés pour masquer des transferts vers des comptes panaméens. Vérifie ça. Mais discrètement. Elle promit, et je vis la graine germer. Pendant ce temps, je cultivais mon personnage, l'épouse dévouée, organisant des dîners pour ses collègues, charmant l'ambassadeur américain avec des anecdotes sur Balzac. À l'un de ces soupers, je fis la connaissance de Mark Reilly, le supérieur de Jacques, un Texan bourru au regard perçant. Votre mari est notre meilleur atout, Madame Duval. Mais la France. Elle a ses ombres. Ces mots étaient un hameçon, je mordis, feignant l'inquiétude. Des ombres comme quoi, monsieur l'ambassadeur? Il rit, mais je notai son malaise. Une fissure. Chez nous, la tension montait comme un orage d'été. Jacques devenait paranoïaque, il changeait les codes de son téléphone, installait des caméras cachées dans l'appartement que je désactivais la nuit, avec les compétences acquises dans ma seconde vie. Une nuit, après un gala à l'Opéra Garnier, il me confronta, son souffle imprégné de cognac. Tu caches quelque chose, Héloïse. T'es sortie avec Camille, ces questions sur mon travail. Je le regardai, les yeux emplis de larmes feintes. C'est la jalousie, Jacques. J'ai peur de te perdre dans tes missions. Il s'adoucit, me prit dans ses bras, et nous fîmes l'amour, un acte mécanique pour moi, une arme pour le lier plus étroitement. Mais au creux de la nuit, tandis qu'il ronflait, je composais le numéro du cartel, utilisant un accent mexicain appris sur des tutoriels en ligne, El Serpiente demande confirmation. La livraison du 15 est compromise. Le chaos s'ensuivit. Le lendemain, Jacques reçut un appel furieux, le troisième secret, celui qui dans ma timeline originale avait mené à ma mort. Il hurla dans le combiné, c'est une erreur. Je gère, puis claqua la porte, partant pour une urgence. Je souris pour la première fois depuis ma résurrection. La taupe était plantée, le cartel douterait de lui, le FBI le surveillerait de près. Mais la vengeance exigeait plus, pas seulement sa chute professionnelle, mais sa destruction personnelle.
Je décidai alors du premier acte controversé, celui qui me entrait, infiltrer sa maîtresse. Sophie Laurent, l'attachée blonde et ambitieuse, travaillait à l'ambassade comme cover pour ses liaisons. Je l'avais vue, dans mes souvenirs, se pavanant à des réceptions, riant aux blagues de Jacques. Je l'approchai lors d'un vernissage au Louvre, feignant une amitié naissante. « Votre robe est divine, Sophie. Comme si vous sortiez d'un tableau de Renoir. » Elle rougit, flattée. Bientôt, nous déjeunions ensemble au café de Flore, partageant des confidences sur les hommes infidèles. « Le mien est parfait, mentis-je, mais les rumeurs. » Elle craqua la première, « Jacques ? Oh, il est charmant, mais distant. » Je versai le poison, des photos truquées montrant Jacques avec une autre ou une actrice que j'avais payée pour poser. Sophie pleura, puis jura vengeance. « Aidez-moi à le piéger, murmura-t-elle. Parfait. Pendant ce temps, mon cabinet d'avocat bouillonnait. Une affaire vint à point nommé, défendre un immigrant accusé de trafic d'armes mineures, un pigeon du réseau de Jacques. En creusant ces dossiers, je trouvai des liens ou des numéros de téléphone croisant ceux de mon mari. Au tribunal, face au juge, je plaidai avec ferveur, mais glissai des preuves subtiles au procureur, un enregistrement où la voix de Jacques ordonnait une livraison. Innocence jusqu'à preuve du contraire, déclamai-je, mais intérieurement, je semais le doute. Le client fut acquitté, mais le parquet ouvrit une enquête parallèle. Jacques rentra ce soir-là, livide. « Tu as défendu un trafiquant ? Héloïse, c'est de la folie. » Je haussai les épaules. La justice est aveugle, mon amour. Ou du moins, elle devrait l'être. Les nuits devinrent des champs de bataille intérieurs. Je rêvais de ma mort, le couteau, le sang, son rire. Réveillé en sueur, je me levai pour écrire dans un journal codé des plans pour le ruiner financièrement, le discréditer socialement, le briser émotionnellement. Un soir, lors d'une dispute, il leva la main, le premier signe de violence physique. Je ne reculai pas, au contraire, je le giflai, mes yeux flamboyants. « Touche-moi encore, et tu le regretteras. » Il s'excusa, penaud, mais je vis la peur dans son regard. Bonne. La peur est le début de la fin. Camille publia son premier article, Fuite d'armes, un scandale à l'ombre de l'ambassade US. Les noms étaient voilés, mais Jacques blêmit en le lisant. « C'est elle, n'est-ce pas ? Ta salope de copine, hurla-t-il, brisant un vase Ming. Je restai calme. Peut-être que la vérité sort toujours, Jacques. Ce fut le moment où je décidai de l'acte le plus controversé jusqu'alors, une fausse grossesse. J'achetai un test positif falsifié, l'annonçai lors d'un dîner romantique à la Tour Eiffel. Ses yeux s'illuminèrent, un enfant, son héritier. Nous serons une famille, Héloïse. Mais c'était un leurre, pour le lier, le distraire, tandis que je contactais le FBI anonymement, révélant ses doubles jeux avec des preuves irréfutables. Sophie, de son côté, devint ma marionnette. Elle séduisit un collègue de Jacques, soutira des infos sur ses voyages. Bientôt, une cargaison fut interceptée à Marseille où des armes destinées à un groupe extrémiste. Les journaux titrèrent « Arrestation dans un réseau international ». Un agent suspecté. Jacques fut suspendu, interrogé. Il rentra brisé, me suppliant « Aide-moi, Héloïse. C'est un malentendu. » Je le serrai contre moi, murmurant « Bien sûr, mon amour. Nous traverserons ça ensemble. » Mais dans mon cœur, la lame affûtait. 6 mois passèrent, notre grossesse avançait un faux ventre que je portais comme une armure. Le cartel, furieux des fuites, envoya des hommes, une tentative d'intimidation, une voiture qui me frôla rue de Rivoli. Jacques paniqua, me confinant à la maison. C'est alors que Camille frappa à la porte, un dossier en main. « Héloïse, c'est pire que je pensais. Jacques est au centre. Et toi? Tu es en danger. » Je l'invitai à entrer, et pour la première fois, je lui révélai une partie de la vérité, il m'a trahi. Dans tous les sens. Ses yeux s'agrandirent. Truffe. On va le couler. Le plan se resserrait. Avec Camille et Sophie, nous formions un triumvirat invisible, fuite à la presse, preuve au parquet, pression sur ses alliés. Jacques sombrait, alcool, dispute, nuit blanche. Une nuit, il avoua partiellement, j'ai fait des erreurs, pour nous. Pour notre avenir. Mensonge. C'était pour le pouvoir, l'argent, l'adrénaline. Je feignis le pardon,
mais gravais chaque mot. Et puis, l'acte impardonnable, je falsifiais des documents pour impliquer sa famille. Ses parents, innocents, reçurent une visite du fisc des comptes gelés pour « blanchiment ». Il hurla « Qu'est-ce que tu as fait ?» Je souris froidement. Rien que tu n'aies mérité. La guerre était déclarée. L'hiver 2020 enveloppa Paris d'un manteau de givre, miroir de l'âme gelée que je portais désormais comme une seconde peau. Notre appartement, autrefois un havre de passion, n'était plus qu'un mausolée de suspicion, où chaque regard échangé était une flèche empoisonnée. Jacques, suspendu du FBI et sous surveillance judiciaire, errait comme un loup blessé, ses yeux injectés de whisky et de paranoïa. Le faux ventre de ma grossesse gonflait sous mes robes amples, un symbole grotesque de l'illusion que j'entretenais à un enfant qui n'existait que pour le torturer, le forcer à choisir entre sa chute imminente et un avenir fantôme. Mais les décisions que je prenais désormais me rongeaient de l'intérieur, étais-je encore l'Héloïse qui croyait en la justice, ou une harpie vengeresse, prête à immoler des innocents sur l'autel de ma rage? Camille et Sophie étaient devenues mes ombres, des complices involontaires dans cette symphonie de destruction. Camille, avec son réseau de journalistes, avait amplifié le scandale, un podcast viral sur France Inter dépeignait Jacques comme un « agent double au cœur de Paris », citant des « sources internes ». Les tabloïds sans délecter au Paris Match titraient « Le mariage maudit, trahison au sommet ». Sophie, quant à elle, avait infiltré l'ambassade, séduisant Marc Reilly pour soutirer des mémos classifiés. « Il est fini, Héloïse », me murmura-t-elle un après-midi au jardin des Tuileries, nos manteaux noirs claquant au vent. « Mais toi ? Cette grossesse. C'est du bluff, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, un aveu silencieux qui la liait plus profondément. Elle pâlit. « Tu joues avec le feu. Si le cartel te trouve. » Le cartel. Ces fantômes mexicains, avec leurs tatouages de seins et leurs colts plaqués or, avaient déjà frappé, une enveloppe anonyme glissée sous notre porte, contenant une photo de moi, prise à mon insu, avec un message en espagnol, la serpiente mue, mais la tête reste. Jacques, découvrant cela, explosa, c'est toi qui les as provoqués. Tes foutues enquêtes avec Camille. Nous nous affrontâmes dans le salon, les éclats de voix ricochant contre les moulures du plafond. Pour la première fois, je vis la peur nue dans ses yeux, pas pour moi, mais pour lui-même. Tu ne comprends pas, Héloïse. C'était pour nous protéger. Les armes, l'argent. C'était pour quitter ce merdier, pour une vie à Rio, loin de tout. Mensonge pieux. Dans ma mémoire ressuscitée, je savais qu'il n'avait jamais eu l'intention de m'emmener, j'étais le bouc émissaire, la femme parfaite pour couvrir ses traces. C'est alors que je pris la décision la plus controversée de toutes, impliquer la famille. Non la mienne, ma mère, pieuse veuve de Lyon, qui m'envoyait encore des prières pour notre bonheur conjugal, mais la sienne. Ses parents, Harold et Margaret Moreau, des retraités américains installés à Neuilly-sur-Seine, ignoraient tout des ténèbres de leur fils. J'avais fouillé les archives, des transferts occultes vers leur compte, des cadeaux pour leur voyage en Floride. Avec l'aide d'un hacker freelance, un gamin de banlieue que j'avais rencontré via un forum dark web, je falsifiais des preuves, des emails bidons liant Harold à un blanchiment mineur. Le fisc frappa à leur porte un matin de décembre, saisissant leurs économies. Jacques reçut l'appel au petit déjeuner, son visage vira au cireux. Mes parents ? Putain, Héloïse, qu'as-tu fait ? Ils sont innocents. Je posai ma tasse de thé, le regard d'acier. Innocents ? Comme moi, le jour où tu m'as planté ce couteau dans le ventre ? Les mots sortirent avant que je puisse les retenir, un lapsus de ma seconde vie, un cri du passé. Il se figea, fourchette en l'air. De quoi parles-tu ? Je me repris, riant nerveusement. Rien, un cauchemar. Mais imagine si c'était vrai. Si tu m'avais trahi au point de me tuer. Il bondit, me plaquant contre le mur, ses mains autour de mon cou. Ne me menace pas, salope. Pour la première fois, je sentis la peur vraie, viscérale. Mais je murmurai, lâche-moi, et je t'aiderai. Ou perds tout. Il relâcha, tremblant. Ce soir-là, il but jusqu'à l'oubli, et je pleurai pour la première fois depuis ma renaissance, non pour lui, mais pour la monstruosité que je devenais. Le procureur, un homme austère nommé Laurent Duval, ironie du nom, un cousin éloigné, me convoqua pour consultations informelles. Au palais de justice, sous les voûtes Renaissance, il étala des dossiers, interception de cargaison, témoignages de repentis. Madame Moreau, votre mari est impliqué jusqu'au cou. Aidez-nous.
Je feignis le choc, mais glissai des infos ciblées, les 3 appels secrets, datés du matin de notre mariage. Écoutez-les. Le premier confirme une livraison, le deuxième, un paiement, le troisième. Une élimination. Duval blêmi. Élimination de qui? Je souris tristement. D'une menace. Moi, peut-être. Dehors, la neige tombait sur la Seine, un voile blanc sur la ville souillée. Camille m'attendait, un café fumant à la main. Tu vas le dénoncer, demanda-t-elle. Je secouai la tête. Pas encore. Il doit souffrir d'abord. Elle me serra la main, mais je vis le doute dans ses yeux. Étais-je allé trop loin? La réponse vint vite, une lettre anonyme du cartel, exigeant la tête de Jacques ou la mienne. Il la lut, et pour la première fois, implora, fuyons, Héloïse. Prenons l'avion ce soir. J'abandonne tout. Tentant. Mais je refusai, prétextant l'enfant. Et notre bébé? Il s'effondra, en larmes. Victoire amère. Sophie, de son côté, craqua sous la pression. Rayleigh l'avait confrontée, elle avoua tout, impliquant Jacques plus profondément. Une descente durait du lieu à l'aube, portes enfoncées, menottes cliquetantes. Jacques fut arrêté devant moi, en pyjama, hurlant, c'est elle. Elle m'a piégé. Les agents l'emmenèrent, et je restai seul, le faux ventre comme un bouclier contre le vide. Mais la presse s'emballa, épouse d'agent double, victime ou complice? Les doutes me rongeaient. Avais-je créé un monstre pire que lui? Pourtant, je persistais. Avec Camille, nous publiâmes une interview anonyme, mon témoignage voilé, dépeignant Jacques comme un sociopathe. Le public le lapida aux manifestations devant l'ambassade, pétition pour son extradition. Ses parents, ruinés, coupèrent les ponts. Et moi? Je perdis l'enfant dans un accident, un faux malaise rapporté à l'hôpital, pour le briser définitivement. Il m'écrivit de Fresnes, pourquoi? Je t'aimais. Mensonge. Mais sa douleur était ma catharsis. Le printemps 2021 apporta le procès. Au tribunal de Paris, sous les yeux des caméras, je témoignai, la trahison, les appels, la nuit où il m'avait menacé. Les jurés, des Parisiens ordinaires, hochèrent la tête. L'histoire d'une femme bafouée. Jacques, en costume froissé, me foudroya du regard. Traîtresse, cria-t-il. Condamné à 25 ans, il fut traîné dehors. Je sortis dans la lumière, libre. Mais était-ce la victoire? L'été 2021 fut un brasier, Paris étouffant sous une canicule impitoyable qui reflétait le feu dévorant en moi. Jacques pourrissait à la maison d'arrêt de la santé, son empire réduit à des audiences et des avocats véreux, mais ma vengeance n'était pas assouvie. Les 3 appels secrets, ces murmures fatidiques que j'avais réécoutés en boucle dans ma tête ressuscitée résonnaient encore, exigeant un crescendo. Le FBI, humilié, lança une enquête interne, le cartel, furieux de la saisie de millions en armes, jura vendetta. Et moi, Héloïse Duval-Moreau, veuve de papier, avocate déchue par le scandale, devint une ombre errante dans les rues de Montmartre, ourdissant le coup final. Mais les décisions que je prenais désormais frôlaient l'abîme, tuer, ou laisser tuer. La ligne entre justicier et assassin s'effaçait dans le sang que je n'avais pas encore versé. Camille, ma sœur d'armes, tentait de me ramener à la raison. Assez, Héloïse. Il est en cage. Laisse la loi faire son œuvre. Nous marchions le long du canal Saint-Martin, les péniches paresseuses contrastant avec mon tumulte intérieur. Elle avait payé cher pour son rôle, menace anonyme, son appartement saccagé. Sophie avait fui à Londres, brisée par la culpabilité. La loi, rétorquai-je, amer. La loi m'a laissé mourir une fois. Elle s'arrêta net. Mourir? De quoi parles-tu? Je ne pouvais lui dire la vérité ou la résurrection, ce don maudit de la mort. Au lieu, je contais une version édulcorée, la nuit où Jacques m'avait attaqué, le couteau pressé contre ma gorge, un accident, qui l'avait étouffé. Ses yeux s'emplirent de larmes. Tu es plus forte que ça. Ne deviens pas comme lui. Mais la force est une lame à double tranchant. Le procureur Duval me contacta pour un deal, témoigner contre le cartel en échange d'immunité. J'acceptai, mais avec un plan caché. À Marseille, lors d'une audience préliminaire, je rencontrai un repentant, Carlos, un sicario au passé sanglant, tatoué de la Vierge de Guadalupe. En cellule de détention, séparé par une vitre, je murmurai, Jacques t'a trahi.
Il a gardé l'argent pour lui. Tue-le, et je te sors d'ici. Ses yeux s'allumèrent un pacte démoniaque. Controversé? Au-delà. J'avais franchi le Rubicon, devenant l'architecte d'un meurtre. De retour à Paris, les ombres s'allongeaient. Le FBI, soupçonnant une taupe, me mit sous protection, un agent, une femme nommée Lena, me collait au basque. Vous êtes en danger, madame. Le cartel ne pardonne pas, ironie, c'est moi qui étais le danger. Je l'assommai lors d'une visite à la santé, glissant un téléphone à Jacques via un gardien corrompu aux 5000 €, fruit de mes économies. Il appela, voix brisée, Héloïse, je sais que c'est toi. Laisse-moi pourrir. Sauve-toi. Pour la première fois, un doute me tarauda. Était-ce du remords? Ou un nouveau piège? Trop tard, répondis-je. Souviens-toi du matin de notre mariage. Tes appels. Ta lame. La nuit suivante, le haut fait, l'évasion. Carlos, libéré sous caution grâce à mes manipulations légales, infiltra la prison avec un complice. Sirène hurlante, coup de feu dans les couloirs, Jacques fut exfiltré, traîné dans une fourgonnette noire vers une planque en banlieue. Le cartel le voulait vivant, pour l'interroger. Moi, je suivais via un traceur GPS implanté dans son alliance un bijou que je lui avais offert, empoisonné de technologie. La planque, un entrepôt désaffecté à Ivry-sur-Seine, puis en l'huile et la rouille. Je m'y rendis seul, Lena endormie par un somnifère dans son café. L'entrepôt était un labyrinthe de caisses et d'ombres. J'entendis les cris avant de les voir, Jacques, ligoté à une chaise, Carlos le tabassant méthodiquement. Où est l'argent, cabron, grognait le Mexicain. Jacques crachait du sang, allez vous faire foutre. Je m'approchai, silhouette encapuchonnée dans l'obscurité. Carlos se figea. La femme. Tu as fait le job. Je hochai la tête, sortant un revolver acheté au marché noir, chargé de balles traçables. Jacques leva les yeux, me reconnaissant malgré le masque. Héloïse. Non. Pitié. Ces mots me transpercèrent. Le couteau dans mon ventre, son sourire sadique tout revint. Tu m'as abandonné, Jacques. Le matin de notre mariage, tu as appelé tes maîtres. Le premier pour les armes, le deuxième pour l'argent, le troisième pour ma mort. Ma voix tremblait, mais ma main était ferme. Carlos ricana, finissons-le. Mais je hésitais la décision ultime, controversée jusqu'à la moelle, le tuer moi-même, ou le laisser au loup. Il implora, j'étais forcé. Le cartel me tenait par les couilles. Et toi? Je t'aimais vraiment, au début. Mensonge? Vérité? Le doute me paralysa. Puis, un bruit, sirène au loin. Lena avait découvert le subterfuge. Le chaos explosa. Coup de feu, Carlos s'effondra, touché par un sniper du raid. Jacques se libéra, rampant vers moi. Sauve-moi. Je pressai la détente mais la balle frôla son épaule, le blessant sans tuer. Pourquoi? Pitié? Ou calcul? Les agents irent, nous plaquant au sol. Dans l'ambulance, menottés l'un à l'autre, il murmura, tu m'as raté. Mais tu es comme moi, maintenant. Une tueuse. Le procès du cartel fut un cirque médiatique. Jacques, soigné et renvoyé en tôle, témoigna contre ses maîtres pour alléger sa peine. Carlos mourut à l'hôpital, emportant mon secret. Moi, interrogé pendant des jours, je tins bon, j'étais la victime. Il m'a enlevé. Le FBI, reconnaissant, me blanchit. Mais intérieurement, la victoire était cendreuse. Camille me visita, tu as gagné, mais à quel prix? Je n'avais pas de réponse. Pourtant, la vengeance culminait. Libéré sous caution pour bonne conduite un an plus tard, Jacques tenta de me contacter. Je l'attendais dans notre ancien appartement, vide et hanté. Il entra, hagard. Héloïse, pardonne-moi. Reconstruisons. Je souris, sortant le couteau le même, gravé de nos initiales. Reconstruire? Sur des ruines? La lame s'enfonça, lentement, comme il l'avait fait. Son cri fut mon hook final. Mais au moment où son souffle s'éteignit, une révélation, dans sa poche, une lettre. Si tu lis ça, c'est que j'ai échoué. Mais sache, le troisième appel n'était pas pour te tuer. C'était pour te protéger. Le cartel te visait.
J'ai pris le blâme. L'automne 2025 drapa Paris d'un voile ocre et mélancolique, comme si la ville elle-même pleurait les fantômes que j'avais invoqués. Jacques gisait à mes pieds, le sang formant une mare sombre sur le parquet ciré, son regard vitreux fixé sur le plafond où dansaient encore les ombres de nos rires passés. Le couteau, tiède dans ma main, portait l'empreinte de notre amour maudit initial entrelacé, E et J, forgé dans un atelier de la rue de Birague, symbole d'éternité que j'avais perverti en instrument de fin. J'avais attendu ce moment pendant 5 ans, depuis ma résurrection dans le lit de soie du matin de notre mariage, depuis les 3 appels secrets qui avaient scellé mon premier destin. Mais la lettre froissée dans sa poche, tachée de sang, brûlée comme un fer rouge, le 3e appel n'était pas pour te tuer. C'était pour te protéger. Le cartel te visait depuis des mois ou tes enquêtes pro bono sur les réfugiés, tes plaidoiries contre le trafic humain. Il voulait ta tête. J'ai négocié, ta vie contre ma loyauté. Pardonne-moi, Héloïse. Je t'ai aimé jusqu'au bout. Le monde vacilla. Étais-je la vengeresse, ou la folle qui avait toxi son sauveur? Les souvenirs affluaient, sa tendresse les premières années, les nuits où il me serrait contre lui après des cauchemars, murmurant « Je te protégerai toujours ». Dans ma vie passée, j'avais interprété l'appel comme un ordre d'exécution, éliminer la menace, mais le contexte. Oh, le contexte! Il avait dit « elle » en référence au cartel, pas à moi. J'avais mal entendu, déformé par la rage post-mortem. Le twist me frappa comme une seconde lame, ma trahison avait été plus profonde que la sienne. J'avais détruit un homme qui, dans sa noirceur, avait tenté de me sauver. Des sirènes hurlèrent au loin aux Camille, alertées par mon silence, avaient appelé la police. Je m'assis près du corps, la lettre à la main, et attendis. Les agents du raid défoncèrent la porte, armes braquées. Lâchez l'arme, criai-je, mais ma voix était un murmure brisé. Menotté, traîné dans la nuit parisienne, je vis les gyrophares danser sur la Seine comme des feux follets moqueurs. Au commissariat du 36 quai des Orfèvres, Duval me confronta, « Pourquoi, Héloïse ?» Il était clean depuis 2 ans. Réhabilité. Je tendis la lettre, les mots se brouillant en larmes vraies, enfin. J'ai cru. J'ai vengé un fantôme. Le procès fut un calvaire, pire que celui de Jacques. Accusé de meurtre prémédité, je fis face à un jury de visages impassibles, sous les flashs des médias qui me clouaient au pilori, l'épouse vengeresse, du triomphe à la chute. Camille témoigna en ma faveur, voix chevrotante, elle souffrait. Il l'avait brisée. Sophie, revenue de Londres, ajouta, c'était de la légitime défense. Émotionnelle. Mais les preuves étaient accablantes, le couteau, l'absence de lutte, mon historique de manipulation. Le FBI, rancunier, révéla mes faux semblants, la grossesse, les fuites. Une sociopathe, titra Le Figaro. Pourtant, la lettre sauva une miette d'humanité. Expertisée, elle confirma, Jacques avait bien négocié ma protection, prenant des risques pour me couvrir. Le jury hésita, la sentence tomba, 20 ans, commuable pour bonne conduite. Pas la guillotine morale que j'attendais, mais une prison plus insidieuse, la solitude. Dans ma cellule de Fleury-Mérogis, sous les néons froids, je revivais tout la résurrection comme une malédiction, les hooks de douleur qui m'avaient propulsé dans cette spirale. Avais-je gagné? Non. La vengeance n'est jamais heureuse, elle est un écho vide, un cri dans le vide. Camille me visita chaque semaine, sa plume désormais mon bourreau bienveillant. Écris ton histoire, Héloïse. Libère-toi. Je le fis, sur des cahiers rayés, mots coulant comme du sang, la trahison perçue, la résurrection, les actes controversés qui m'avaient mené à l'abîme. Un livre, publié anonymement, devint un best-seller, les appels secrets, une vengeance fatale, déclenchant débats enflammés sur la justice, l'amour toxique, la folie post-traumatique. Certains me vilipendèrent comme une harpie, d'autres, comme une victime du système. Des années passèrent. À la 10e, une remise en liberté conditionnelle pour réhabilitation exemplaire. Paris avait changé, la tour Eiffel illuminée de lait déco, des statues de femmes fortes sur les places. Ma mère, vieillie, m'accueillit à Lyon, sans question. Camille, mariée désormais, me prêta son appartement du Marais. Et là, un soir d'orage comme celui de ma mort, je revis Jacques en rêve, pas le monstre, mais l'amant, tendant la main. « Pardonne-toi » murmura-t-il. Je repris mon barreau, défendant des femmes brisées par la trahison. Pas de happy end hollywoodien, la mienne était bitragique, une cicatrice qui guérit mes marques.
La vengeance m'avait rendue vivante, puis morte à nouveau mais dans la résurrection finale, je choisis la paix. Ou du moins, son illusion. Car à Paris, sous les ponts de la Seine, les secrets murmurent encore, et les lames attendent leur heure.